Donc Romain Persico, je m'occupe donc des dossiers FCO et MHE notamment. Donc l'idée de ce webinaire qui fait suite en fait aux réunions de secteur qu'on a pu faire donc à Valseronne, à Hauteville, à Villars et puis à Jaya ces dernières semaines. L'idée c'était de pouvoir encore comment dire informer les éleveurs qui n'avaient pas pu se présenter à ces réunions-là. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté ce webinaire à la suite de ces 4 réunions organisées un petit peu en urgence vis-à-vis de la situation. Bon, maintenant, il y a plus de doute, hein, la FCO, en tout cas le sérotype 8 est bien présent dans l'Ain. Euh, voilà, on s'attend encore à passer des semaines un petit peu compliquées, hein, pour les semaines à venir. Et en fait, c'est ce qui justifie de vous rassembler aujourd'hui pour vous donner en tout cas toute l'information actualisée qu'on peut avoir, qui est amenée à changer en fait quand même assez régulièrement, hein, en fonction des situations épidémiologiques des maladies. Et je dis bien des maladies parce que bon, on a de la FCO8, de la FCO3 qui arrive, et puis de la MHE qui arrivera sans doute après, mais qui devrait rejoindre le département d'ici la fin d'année. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire un petit point sur ces maladies pour comprendre un petit peu quel est leur mécanisme en fait, et puis comprendre un petit peu leurs impacts sur le terrain. On reviendra sur les quelques études qu'on a sur les impacts en élevage de ces différentes maladies. On fera un point sur les règles au mouvement et au rassemblement, parce que là aussi, il y a des choses qui ont changé, en tout cas des choses qui se sont surajoutées. On parlera également des moyens de lutte, alors que ce soit la lutte vectorielle, on verra que ce n'est pas hyper efficace, mais c'est intéressant quand même. Et puis on parlera surtout beaucoup de vaccination. Et puis on terminera par la synthèse des recommandations qu'on peut faire aux éleveurs du département pour gérer au mieux la crise et essayer d'avoir le moins d'impact possible. Comme vous l'a dit Julien, je vous laisserai poser les questions à la fin des différentes parties, et puis on essaiera de répondre au fur et à mesure de la présentation. Voilà, et ben je commence avec les maladies, donc les FCO et puis la MHE. C'est des maladies qui sont effectivement assez proches sur le terrain. Et donc, c'est des maladies qu'on a traitées ensemble parce que, bon, en fait, sur le terrain, c'est quand même compliqué de faire la différence entre ces maladies-là. Et en plus, bon, elles nous arrivent un petit peu toutes au même moment. Donc, on s'est dit que c'était plus pertinent de les traiter ensemble. Et je commence donc par la situation épidémiologique. Donc ça, c'est une carte qui est éditée par GDS France et qui est actualisée régulièrement, qui fait en fait état de l'avancée des différentes épizooties en France. Donc on a dans le sud-ouest la MHE qui est arrivée au mois d'août 2023. Par l'Espagne en fait, et puis qui a inondé un petit peu tout le quart sud-ouest jusqu'à la fin d'année 2023, et qui depuis le début d'année 2024 est remonté un petit peu est remonté beaucoup même jusque en dessous de la Bretagne. Donc ça c'est la MHE. En parallèle, on a eu de la FCO8 qui est arrivée pareil à la fin du mois d'août 2023 dans l'Aveyron cette fois-ci. Avec la particularité, c'est qu'on est sur une nouvelle souche, c'est-à-dire que on n'est plus sur la souche qu'on connaissait initialement, en tout cas sur les dernières crises, notamment en 2016-2018. Là, on est sur le même sérotype 8, mais avec un virus qui est un petit peu varié et qui est devenu beaucoup plus pathogène et beaucoup plus virulent. Et c'est ce qui explique qu'en fait, la crise actuelle, qui a donc commencé à l'automne, enfin, ouais, en fin d'été 2023, et qui a redémarré là à la fin de l'été 2024, il y a quelques semaines, en inondant un petit peu donc notre région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis en remontant dans l'Ain, en passant par l'Isère. L'Isère a été touchée sur les premières semaines, enfin la première semaine d'août. Et puis nous, on a été touchés, on a eu nos premiers cas autour du 20 août dans l'Ain. Donc voilà, c'est remonté progressivement. Ça, c'est la vague de FCO8. Et puis, en parallèle, on a également la vague de FCO3 qui, cette fois-ci, redescend du nord.
La FCO3, elle est arrivée aux Pays-Bas, en Belgique, en fin d'année 2020, enfin, ouais, pareil, après l'été 2023. Et puis là, elle a repris de l'activité sur tout le début d'année 2024, on va dire, et particulièrement depuis quelques mois où en fait elle est arrivée en France. Et là, on a des cas en fait qui redescendent toutes les semaines et qui viennent jusque dans les départements en marron sur la carte, là, où on cumule dans ces départements-là comme le Doubs, la Saône-et-Loire, la Nièvre. On cumule en fait de la FCO3 qui descend du sud et qui descend du nord, pardon, et de la FCO8 qui remonte du sud. Voilà, donc nous, on est un petit peu au croisement de ces deux épisodes-ci et on s'attend en tout cas à ce que la FCO3 nous arrive dans les semaines à venir, si ce n'est pas dans les jours à venir. Et puis la MHE devrait également nous arriver prochainement, alors peut-être avec un petit peu plus d'inertie, mais bon, voilà, on s'attend à cumuler en fait les trois maladies d'ici quelques temps. Voilà pour ce qui est de la situation épidémiologique. Quand on parle de FCO, la première chose à avoir en tête, c'est que c'est une maladie vectorielle, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est transmise par un petit insecte qui est donc vecteur du virus de la FCO. Ce petit insecte, c'est le culicoïde, et c'est un tout petit moucheron qui se nourrit de sang. Alors là, je vous l'ai mis en photo. En fait, il est sur un bout de doigt. C'est pour vous montrer en fait la taille de cette petite bête. Et en fait, il est si petit que il est dispersé en fait assez loin avec le vent. Il est capable lui-même de se déplacer de l'ordre de 3 km par jour. Et puis en fait, les vents le portent beaucoup plus loin, jusqu'à 10-12 km. C'est un petit moucheron. En fait, il faut savoir que ce moucheron, il traverse par exemple la Méditerranée en étant porté par le vent. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un tout petit vecteur qui est disséminé en fait assez facilement, et c'est ce qui explique sans doute la rapidité en fait de ces vagues de FCO qui avancent en fait voilà assez rapidement. Euh, pour ce qui est de son mode de vie, en fait, il est présent à des altitudes qui sont relativement importantes. Il y a eu des cas qui ont été recensés à 1600 mètres d'altitude. Donc, bon, tout le département de l'Ain, pour le coup, est en dessous de cette altitude. Donc, voilà, le facteur altitude ne nous permettra pas d'éviter les problèmes. Et puis, en matière d'habitat, ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est que ce moucheron, il a besoin pour se reproduire en fait simplement de zones humides et de matière organique pour que les larves puissent se développer. Et en fait, comment dire, cet environnement-là, il est présent relativement partout. Donc tout ça pour dire que c'est un moucheron qui se reproduit finalement assez bien. Voilà, son activité. Eh bien, en fait, il attaque les animaux dès le coucher du soleil. C'est une activité plutôt crépusculaire, en fait, où dès lors qu'il n'y a plus vraiment trop de rayons de soleil, eh bien, il va commencer à aller faire ses repas de sang sur les animaux, et donc à piquer les animaux, et par ce biais-là, transmettre le virus de la FCO et de la MHE par ailleurs. Euh, voilà, et donc il a une activité, on va dire, du printemps à l'automne, en fait, avec généralement un pic d'activité autour de l'été. Alors en fonction des années plutôt pluvieuses ou plutôt sèches, voilà, on est incapable de prédire en fait le démarrage de ce qu'on appelle l'activité vectorielle, mais voilà, on a toujours une activité de toute façon l'été. Et c'est un moucheron qui va se simplifier la vie dans le sens où il va attaquer les animaux dans les zones où il n'y a pas trop de poils, plutôt sous le ventre, autour des pattes, autour de la mamelle, au bout du nez éventuellement, des yeux. Et tout ça pour dire en fait que ça, ce sont des zones, on le verra par la suite, qui sont quand même relativement difficiles à désinsectiser. Donc voilà, ça fera le lien tout à l'heure quand je vous dirai que les moyens de lutte contre le vecteur sont quand même relativement, enfin, sont moyennement efficaces, on va dire. Voilà. Est-ce qu'on a des questions pour l'instant ou c'est bon? Non, il n'y en a pas. Ok. Si, si. Une question. Quels sont les prédateurs naturels du moucheron? Les prédateurs naturels du moucheron, je suppose que ce sont les animaux et éventuellement les plus gros insectes.
Mais en fait, il y a tellement de moucherons, je dirais, dans la nature de ce type-là, qu'il ne faut pas compter sur une prédation naturelle pour endiguer d'épisodes aussi, quoi. Alors, il y a monsieur ou madame Berne qui souhaite prendre la parole. Donc, activez votre micro. Et puis, une fois que vous aurez posé la question, vous pouvez baisser la main. Oui, Allez-y. bonjour. Ma question, c'est en fait, donc le moucheron, il s'infecte comment et combien de temps il garde le virus? Est-ce qu'il l'a en lui pendant un moment ou est-ce que c'est que sur les pièces buccales du coup? Alors, c'est effectivement, enfin, on n'a pas énormément de données là-dessus. Déjà, comment le moucheron s'infecte? C'est assez simple. En fait, il a besoin de faire un repas de sang sur un animal contaminé pour ingérer le virus et pouvoir le retransmettre à un autre animal. Par contre, il y a une particularité chez le culicoïde, enfin, en tout cas pour ces virus-là, c'est qu'il faut une réplication dans les glandes salivaires. Ça veut dire qu'il faut que le virus se reproduise en quelque sorte dans les glandes salivaires du moucheron. Et ça prend quelques jours, 2 à 3 jours. Donc, on a tendance à dire que le moucheron n'est pas comment dire, infectant dès qu'il a piqué l'animal malade. Mais si vous voulez, il y a une telle population de culicoïdes que au moment où il y en a un qui pique, qui n'est pas mal, qui va pas transmettre le virus tout de suite, il y a forcément un de ses congénères qui lui aura été infecté par le virus un petit peu avant et qui sera susceptible de le transmettre. Donc voilà, la biologie du moucheron, c'est celle-ci. Après, concrètement sur le terrain, on ne peut pas faire grand-chose à ces dynamiques-là, quoi. Voilà. C'est bon sur le chilicoïde? Ok, merci. Alors, je passe maintenant aux signes cliniques. Alors, pourquoi on parle des signes cliniques? Eh bien, parce que c'est important en fait de détecter les animaux rapidement. Alors, c'est vrai pour toutes les maladies, mais encore, ouais, beaucoup pour la FCO et la MHE parce que comme c'est un virus, on n'a pas vraiment de moyens de lutte si ce n'est la vaccination, qu'il faut quand même anticiper un petit peu. Et là, on a besoin, en fait, puisqu'on n'a pas de moyens de lutter contre le virus, on a besoin en fait de mettre en place des traitements pour prendre en charge les symptômes. Et plus rapidement on prend en charge les symptômes que les animaux déclarent suite à une infection de FCO, eh bien, plus vite on arrive à les remettre sur pied, généralement. Et donc, les signes cliniques, alors il y a des signes cliniques qui sont plutôt propres aux bovins. Enfin, si vous voulez, les signes cliniques entre bovins et ovins sont assez semblables, mais on a quelques particularités chez les bovins et chez les ovins. Donc, c'est pour ça que j'ai dissocié les deux. Donc là, en ce qui concerne les bovins, on a déjà donc une incubation de 6 à 8 jours. Ça veut dire que au moment où le moucheron infectant va piquer l'animal, eh bien, avant de déclarer les premiers symptômes, l'animal, il va attendre 6 à 8 jours. Ça veut dire qu'on a une semaine entre la piqûre du moucheron et la déclaration des premiers symptômes. Et les symptômes, ils sont finalement assez nombreux. On a de la fièvre. Alors chez le bovin, on n'a pas une fièvre qui est énorme, hein. On va peut-être avoir une élévation de température de l'ordre de 1 degré, mais généralement pas beaucoup plus. Alors on a, vous savez, des écarts types qui sont assez importants hein, dans les populations. Ça veut dire qu'on peut quand même avoir quelques animaux qui ont une grosse fièvre, mais généralement c'est quand même une fièvre légère, on va dire. On a des animaux qui vont baver. Parce qu'en fait, cette maladie, bah, ça leur fait, des ulcères dans la bouche, ça les congestionne un petit peu au niveau de la gueule et ça les fait baver, pardon et en plus, ils ont tellement mal que, ils ont du mal à s'alimenter et même à boire et donc on a des animaux qui sont, incapables de boire de toute la journée, même parfois, plus longtemps pour certains. Donc c'est important de repérer ces symptômes rapidement pour pouvoir prendre en charge ces animaux et éventuellement, il y a des éleveurs là dans le sud-ouest l'année dernière qui ont, drenché énormément de vaches pour pouvoir les aider à boire en fait tout simplement. Donc voilà, ça c'est des symptômes qui sont assez caractéristiques de la FCO, en tout cas ces ulcères et puis cette inflammation un peu générale de la gueule. Voilà, on a également des boiteries.
avec de l'œdème sur les pattes, hein, des pattes un peu enflées. Alors, c'est pas de la boiterie à pattes cassées, hein, c'est vraiment des boiteries finalement assez légères. On a des vaches qui piétinent un peu toute la journée, là, qui marchent un peu sur des œufs. Mais voilà, ça, c'est un signe d'appel important. Ce que je ne vous ai pas dit quand j'ai parlé des ulcères dans la bouche, c'est qu'on avait cette fois-ci en MHE, hein, plus qu'en FCO. On a en MHE des vaches qui restent la langue pendante pendant quelques jours, voilà, à cause de la congestion, en fait, qui fait qu'elles ont une sorte d'œdème qui leur empêche de tenir leur langue correctement. Donc, ça, c'est un signe assez caractéristique de MHA avec des vaches qui ont 20 cm de langue sortie toute la journée. C'est quelque chose qu'on a pas mal vu dans le sud-ouest. Évidemment, des animaux qui sont abattus et amaigris, hein, parce que vous vous doutez bien que s'ils ne peuvent pas manger ni boire pendant quelques temps, eh bien, forcément, ça se voit finalement assez rapidement. De la conjonctivite, alors c'est plutôt des yeux qui coulent en fait, hein, on a vraiment des signes, enfin je veux dire l'œil qui coule, c'est vraiment un signe d'appel en matière de FCO, en plus des autres, hein. Et puis chez les laitiers, on remarque ça aussi, alors sans doute parce qu'on est plus en face des mamelles, mais on a vraiment des mamelles qui sont très œdématiées et puis enflées et rouges avec des vaches laitières qu'on n'arrive même plus à traire, quoi, dans certains cas. Donc voilà, ça peut, c'est aussi causé par la FCO. Avec, vous vous en doutez, de la baisse de production laitière également. Là, on est affiché à 3 à 5 parce que c'est le chiffre, c'est un peu le seul chiffre qu'on a. Ça, c'est une moyenne de population. En fait, on a des vaches qui tombent carrément en lait, hein, dans certains cas. Voilà. Voilà pour les vaches. Et puis, sur les moutons, eh ben, on a finalement des signes cliniques qui sont très semblables. Par contre, là, on a une fièvre qui est vraiment importante chez le mouton. On a vraiment des grosses montées en température suite à une infection en FCO et en MHE un peu moins, mais surtout en FCO. C'est pareil, on a des boiteries et même au-delà des boiteries, on a vraiment des brebis qui sont vraiment raides de l'arrière-train. Qui ont vraiment du mal à marcher et donc à se lever, hein. Bien souvent, on a des brebis qui restent couchées parce que, ben, voilà, parce qu'elles n'arrivent plus à marcher. Éventuellement des ulcères au niveau entre les ongles. Et puis la FCO3, ça a été décrit aux Pays-Bas avec des brebis en fait dont les ongles tombent. Voilà, bon, ça a été vu un petit peu en FCO3, c'est des choses qu'on n'a pas forcément vues en FCO8, en tout cas pas à ma connaissance. On a chez le mouton des syndromes respiratoires également, vraiment des moutons qui ont du mal à respirer, hein, qui sont essoufflés toute la journée. On a la même chose qu'en bovin, une inflammation à la fois de la gueule, du nez, qui les fait en fait moucher, hein. Elles ont ce qu'on appelle un jetage nasal. En fait, elles mouchent toute la journée et elles bavent. De la conjonctivite également. Et puis des croûtes, en fait, ces fameux ulcères et ces croûtes dans la bouche et dans les naseaux également chez le mouton, qui les fait baver, mais ça je l'ai dit. Et quelque chose encore assez caractéristique, c'est vraiment la tête gonflée. On a un œdème en fait de la tête, et ça c'est également un signe d'appel important en matière de SCO. Et une chose que j'ai pas écrit là sur cette diapo, c'est la maladie de la langue bleue, hein. Et effectivement, ça c'est un signe important aussi en mouton. On a des langues qui sont complètement cyanosées en fait, et bon, bah, ça fait voilà, ça fait une langue un peu violacée. Et ça, c'est un signe d'appel important en FCO également. Donc là, la consigne, c'est vraiment d'appeler son vétérinaire dès lors qu'on a un doute sur l'un de ces signes-là. Voilà, je pense il faut être observateur et encore une fois, surveiller les animaux encore plus fréquemment que d'habitude, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment un intérêt à réagir rapidement sur ces symptômes-là pour les prendre en charge rapidement. Voilà. Je ne sais pas si Karine aurait, si tu veux ajouter quelque chose. Karine aurait, elle représente les vétérinaires ruraux. Bonjour à tous. Oui, ce qu'on peut peut-être juste rajouter, Romain, c'est qu'on n'a jamais tous les symptômes sur le même animal.
On peut avoir tous les symptômes à l'échelle du troupeau, mais globalement, on peut n'avoir que quelques symptômes sur des animaux, c'est-à-dire que des symptômes locomoteurs, notamment en mouton, ou que des symptômes au niveau de la gueule. Merci. Alors, effectivement, j'insiste là-dessus. Effectivement, je ne l'ai pas dit. Un seul symptôme, en fait, peut justifier à prendre contact avec votre vétérinaire, au moins pour lui en parler et que lui fasse un petit peu son analyse ensuite. Depuis une dizaine d'années, le savoir-faire des Et est-ce que Est-ce que vous m'entendez là? Désolé, on a un petit problème de son. C'est bon. C'est bon? Je sais pas. Oui. Bon, merci. Bon, voilà, donc tout ça pour insister sur ce que Karine aurait disait. Effectivement, hein, un seul symptôme doit vous alerter et au moins vous faire prendre contact avec votre vétérinaire, surtout dans le contexte infectieux dans lequel on est là, dans l'Ain actuellement, où bon, on a de la FCO finalement partout. Donc voilà, là on n'a plus trop de doutes quand on commence à avoir ces symptômes-là, et d'autant plus quand on les cumule. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Il y en a 2. Chez les bovins, observe-t-on des avortements? Et quels sont les signes cliniques chez les caprins? Alors, chez les bovins, effectivement, on peut avoir des avortements. Alors, on le verra un petit peu par la suite, mais effectivement, la FCO peut être responsable d'avortements ou de mortalité embryonnaire précoce. Alors, en fait, peut-être qu'au-delà du virus lui-même, c'est plutôt l'augmentation de la température par la fièvre qui est responsable de ces événements-là. Mais en fait, peu importe la raison, la cause est la même. Effectivement, on peut avoir des problèmes sur la reproduction. Et on a également des problèmes de stérilité chez les mâles, alors qu'on voit un peu moins en taureau, mais en tout cas sur les béliers. On a effectivement toujours pareil la même problématique d'élévation de la température qui va en fait arrêter la spermatogénèse, donc la production du sperme, qui dégrade en fait les cellules qui sont responsables de la production du sperme et qui va induire une stérilité chez les béliers, en tout cas de l'ordre de 40 jours, le temps que les cellules se remettent en place. Et c'est une stérilité qui peut parfois perdurer encore plus longtemps. Voilà. Donc effectivement, on a des symptômes repro. Et l'autre question, c'était quoi, Carole, la première partie de la question? Sur les chèvres. Les chèvres, on est à peu près sur les mêmes symptômes que les moutons. Alors, à ma connaissance, c'est un petit peu moins, je dirais, grave. L'expression des symptômes est un petit peu plus légère en chèvre, mais c'est pareil, on va avoir des chèvres qui sont globalement malades, quoi, avec des problèmes de locomotion, hein, des chèvres qui sont un petit peu boiteuses, un petit peu raides, et puis pareil, des essoufflements, éventuellement des chèvres qui vont baver. On parle toujours un petit peu moins de FCO chez la chèvre parce que sur les épisodes précédents, on n'avait quasiment pas d'impact. Lui, sur celui qui nous traverse là à l'heure actuelle, visiblement, on a quand même quelques troupeaux de chèvres qui sont impactés. Voilà. Donc les symptômes sont à peu près les mêmes que ceux du mouton. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu y as déjà répondu, c'était les conséquences sur les taureaux. Est-ce qu'il y avait des stérilités temporaires? Tu viens d'y répondre. Ok. Essoufflement chez les bovins, point d'interrogation. Oui, alors on peut effectivement avoir de l'essoufflement chez les bovins, c'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir en priorité et massivement. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais en introduction, ça c'est du comment dire, c'est ce qu'on a dans les livres et puis c'est ce qu'on observe globalement sur la population, mais il y a des écarts qui sont très importants entre les troupeaux et donc des expressions cliniques qui sont vraiment parfois différentes d'un troupeau à l'autre. Et effectivement, en MHE, pardon, on a des symptômes respiratoires qui sont beaucoup plus importants. Voilà. Et je le répète, MHE, FCO, là, même combat sur les signes cliniques, hein, on est sur des signes cliniques qui se ressemblent énormément. Donc voilà, c'est ceci qu'il faut rechercher dans les deux cas, quoi. En tout cas, c'est ceci qu'il faut surveiller dans les deux cas.
Voilà sur les signes cliniques. C'est bon? OK. Alors, je passe sur la partie impact en élevage. Alors, c'est pas pour se faire peur, mais c'est pour qu'on puisse, comment dire, avoir quelques bases de données pour savoir un petit peu ce qui nous attend. Je commence par la MHE. Donc la MHE, c'est une étude qui a été faite dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées aux premières quinzaines de septembre 2023. Pourquoi ces deux départements? Parce que ce sont les deux départements où la MHE est arrivée en fait. Hein. La MHE était arrivée chez eux voilà, à la fin du mois d'août et début septembre, ils ont pu récolter toutes les données en élevage pour faire cette première étude. Et en fait, ces tableaux-là, ils nous montrent qu'en fait, la mortalité en MHE, elle est relativement légère. Alors, je ne sais pas si je le dis bien comme ça. Enfin bon, la mortalité en MHE, elle peut concerner jusqu'à 5% des animaux, on va dire, pour les vaches. Hein. La MHE en ovin, on n'a pour l'instant pas eu trop d'impact. Mais chez le bovin, voilà, ça va faire mourir jusqu'à 5% des animaux. Donc forcément, 5% des animaux, ça veut dire qu'il y a 95% des animaux globalement qui vont potentiellement être malades, mais qui n'en mourront pas. Par contre, en termes d'animaux malades, donc ça, c'est la morbidité. Et la morbidité, elle est vraiment importante en MHE. On a environ 20%, même plus de 20% des troupeaux qui ont eu plus de 60 animaux malades. Hein, donc, c'est quand même très important en termes de maladies bovines. On a quand même rarement autant d'animaux qui sont touchés dans un cheptel. Donc malade, ça veut dire quoi? Ça veut dire des animaux qui avaient les signes cliniques que j'ai évoqués juste avant. Et dans beaucoup de cheptels, des animaux qui sont restés couchés pendant 10 à 15 jours, là où les éleveurs étaient obligés de les drencher et de les alimenter vraiment en les aidant beaucoup. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pardon, on avait, dans près de 20% des élevages, on avait 60% des animaux qui étaient atteints. Et puis, la moyenne, cette fois-ci, qui concernait 60% des élevages, eh bien, c'est les colonnes du milieu, là. Dans 60% des élevages, on était de l'ordre de 5 à 20% d'animaux qui étaient malades. Donc, pareil, avec les mêmes signes cliniques. Donc c'est quand même quelque chose c'est quand même une maladie qui a fait beaucoup de mal, en tout cas dans le sud-ouest l'année dernière, pour ce qu'on a été capable de récolter comme données. Hein. Voilà pour la MHE. Donc la MHE, ça ne nous concerne pas pour l'instant. On vous en parle aujourd'hui parce qu'on s'attend quand même à ce qu'elle arrive. On ne sait pas si elle va arriver en faisant autant de dégâts qu'elle a fait dans le sud-ouest, mais en tout cas, voilà, on doit être quand même alerte sur cette maladie-là. Je passe cette fois-ci à la FCO 8, hein, donc le sérotype qui nous concerne à l'heure actuelle. Là, c'est des relevés qui ont été faits sur l'équarrissage en Isère sur août 2024, donc les 3 premières semaines d'août 2024. Et en fait, en Isère, ils ont relevé que en fait, le nombre d'ovins ramassés par l'équarrissage avait doublé. Et les bovins ramassés par l'équarrissage sur ces 3 premières semaines de début de crise FCO en Isère, eh bien, ils ont été multipliés par 1,3. Donc, la mortalité en FCO 8, c'est une mortalité qui est vraiment importante. Et c'est ce qu'on commence à observer en fait dans l'Ain à l'heure actuelle, donc avec peut-être 3 semaines de recul par rapport à l'Isère, pardon. On arrive à peu près la même situation avec des demandes de ramassage par l'équarrissage qui ont doublé en production ovine et puis qui ont largement augmenté également en production bovine. Voilà, donc ça c'est une image de la mortalité en FCO 8. Une autre étude qui a été faite cette fois-ci par le GDS de l'Aveyron sur août-septembre 2023. Eux, en fait, ils ont évalué la morbidité, donc ça veut dire le taux d'animaux malades par cheptel, et la mortalité, donc le taux d'animaux morts par cheptel, à la fois en espèces bovines et en espèces ovines. La mortalité chez les bovins en FCO 8, elle va jusqu'à 5%. On a
rarement plus, mais encore une fois, c'est des moyennes de population, hein, donc ça veut dire que peut-être dans des cheptels, on a eu un peu plus, mais voilà, en moyenne, c'est de 0 à 5%. Par contre, on a une morbidité qui est très importante. Dans certains cheptels, on est monté jusqu'à 3/4 des animaux qui étaient malades. Donc c'est quand même important. Et je vous ai laissé le 0 parce qu'on a aussi des cheptels qui n'ont observé aucun signe clinique, aucun animal malade, hein. Bon. Et en ovin, eh bien là, les animaux malades, ils sont montés jusqu'à une moitié du cheptel. Quant à la mortalité, elle est montée de l'ordre de 30%. Un tiers des animaux sont morts dans certains cheptels, hein. Et c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle, en tout cas dans notre département. Les troupeaux ovins qui sont touchés, et ils sont nombreux, c'est pareil, la mortalité est quand même vraiment importante. Alors c'est trop tôt à l'heure actuelle pour pouvoir sortir ces statistiques-là. Mais par contre, voilà, on estime à l'heure actuelle que la mortalité dans certains cheptels est la même, voilà, elle est entre 20 et 30% également, voire parfois plus, quoi. Voilà pour la FCO 8. Donc, je passe maintenant à la FCO sérotype 3. Donc, la FCO 8, c'est celle qui nous touche actuellement, qui remonte du sud, là, en passant par l'Isère. La FCO 3, c'est celle qui nous arrivera sans doute prochainement en provenance du nord, en fait, hein, elle descend du nord au sud. Et donc là, c'est une étude qui a été faite dans les Pays-Bas, parce que c'est les Pays-Bas qui ont été le plus concernés l'année dernière, donc c'est eux qui ont le plus de recul sur les données. Et là, la mortalité en élevage bovin a été multipliée par 3,5 en cheptels infectés, c'est-à-dire que dans les cheptels où ils ont détecté des animaux malades, eh bien, la mortalité a augmenté de 3,5 sur plusieurs mois, hein. Ça, c'est ce que j'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais la FCO dans certains cheptels, ça peut durer 10 à 12 semaines dans le sud-ouest et là dans l'Aveyron, notamment à l'automne dernier, on a des cheptels, voilà, qui sont restés malades pendant 2 mois et demi parfois. Donc voilà, c'est quelque chose à avoir en tête également. La production laitière qui a baissé, évidemment, hein, on s'en doute, avec, comme je le disais, des vaches qui ne sont pas remontées en lait avant 10 semaines. Bon, 10 semaines sur une lactation, on sait tous ce que ça donne au final. Donc voilà, on a des impacts en FCO3 qui sont pas négligeables non plus. Et puis pareil, en ovin, on a plus de 25%. Alors là, c'est un chiffre qui a été sous-estimé en fait selon ceux qui ont ceux qui ont rendu cette étude. Mais en tout cas, une mortalité qui était de l'ordre déjà de 1/4 des ovins. Voilà. Et les Pays-Bas, en fait, les autorités des Pays-Bas estiment qu'ils auront perdu à cause de cette crise entre 8 et 10% du cheptel ovin national, hein, entre septembre et décembre. Donc ça veut dire que dans tous dans tous les moutons des Pays-Bas, eh bien, il y a un mouton sur 10 qui est mort en moyenne entre septembre et décembre. Donc c'est en ça, hein, qu'on vous dit qu'on s'attend à passer des semaines un petit peu difficiles parce que forcément, malheureusement, on s'attend un peu à avoir les mêmes impacts, les mêmes conséquences en élevage. Voilà. Et puis sur la reproduction, bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, c'est des impacts à ne pas négliger parce que en fait, bon, on sait qu'on a un passage du virus de la mère au veau durant la gestation qui peut être responsable en fait de malformations chez les veaux. Les veaux ou les agneaux d'ailleurs, hein, qui peut conduire à des avortements en fin de gestation, également à des mortalités embryonnaires précoces. Alors c'est toujours difficile d'attribuer la cause à des mortalités embryonnaires, mais on suppose que la FCO peut en être responsable également. Et puis on va avoir des nouveau-nés qui vont naître un petit peu idiots, là où c'est des veaux qui cherchent où ils sont pendant quelques temps, quoi. Qui peuvent également naître aveugles. Bon voilà, ça c'est tout des signes caractéristiques également à la FCO, mais pas que. Mais en tout cas, bon, c'est des signes qu'on observe avec un petit peu de recul généralement. C'est pas la reproduction qui va nous alerter en priorité. Malheureusement, la reproduction, c'est un petit peu la poursuite de ces vagues de FCO.
et de l'infertilité sur les taureaux, comme je le disais tout à l'heure, à cause de l'élévation de la température. Chez le mouton, bon, c'est pareil. Le mouton, c'est, je dirais même encore pire. On a des pertes en termes de fertilité et de prolificité des brebis avec des avortements. Des agnelages difficiles avec des agneaux qui meurent, hein, parce que les brebis sont pas bien, elles ne peuvent pas s'occuper convenablement des agneaux dans ces contextes infectieux-là. Et puis, une chose très importante également dont je parlais tout à l'heure chez le bélier, c'est la baisse de la qualité de la semence et même bien souvent, en fait, la stérilité, qui encore une fois est due à cette élévation de la température et qui est parfois définitive. Voilà, pour vous brosser le tableau des impacts en élevage. Est-ce qu'on a des questions? Oui, il y a plusieurs questions. Du coup, une question, je dois acheter des jeunes taureaux pour la reproduction. Est-ce que je prends un risque? Ben, je vais vous faire la réponse facile en vous disant que oui, vous prenez un risque, mais ça, vous vous en doutiez. Après, voilà, il faut évaluer le contexte de l'achat. Est-ce que ces taureaux éventuellement ont été vaccinés? Déjà, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut privilégier dans ce contexte-là. Des taureaux vaccinés, ben, c'est des taureaux qui n'ont pas été touchés par la FCO, en tout cas qui ont été protégés pour le passage de la FCO. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à privilégier. Après, s'ils n'ont pas été vaccinés, ben oui, vous prenez le risque en fait qu'ils aient été touchés par la FCO, que ce ne se soit pas forcément vu, parce qu'on a des animaux qui n'expriment pas forcément des signes cliniques, mais malgré tout, ils peuvent peut-être quand même avoir été touchés par la FCO et devenir infertiles pendant une période de temps donnée, quoi. Donc, bon, voilà, il faut faire avec toutes ces informations-là. La meilleure des choses à faire, à mon avis, là, dans ce cas-là, c'est d'en parler à votre vétérinaire pour que voilà, vous puissiez échanger en fait sur le contexte de cet achat-là et que vous puissiez prendre les mesures les plus appropriées, quoi. Mais voilà, je pense que si vous avez le choix entre des taureaux qui ont été vaccinés et d'autres qui ne l'ont pas été, eh bien moi, mon choix se porterait plutôt sur les taureaux qui ont été vaccinés. Pendant qu'on est dans l'immunité aussi, peut-on espérer le développement d'une immunité pour les animaux ayant été en contact de ces virus? Ouais, alors au-delà de l'espérer, on est sûr qu'il y a une immunité qui va se mettre en place. Mais en fait, on ne sait pas cette immunité si elle est réellement efficace et pendant combien de temps elle est efficace. Et en plus, à l'échelle d'un troupeau, on n'est jamais sûr que l'immunité soit collective. C'est-à-dire qu'on a peut-être que la moitié des animaux qui ont été touchés par la FCO, on ne sait pas pourquoi, mais les culicoïdes, ils ont piqué que la moitié des animaux. Ça veut dire que s'il y a une immunité, eh bien, d'une part, elle concerne que les animaux qui ont été en contact de la maladie, enfin des culicoïdes et donc de la maladie. Ça veut dire que la moitié du troupeau éventuellement n'est pas protégée, c'est même pas éventuellement, c'est que la moitié du troupeau n'a pas développé d'immunité. Et puis en plus, l'immunité naturelle, on ne sait pas l'évaluer en fait. On n'a pas de données qui nous permettent de dire à l'heure actuelle si c'est une immunité qui est pleinement efficace et combien de temps elle est efficace. Donc, si la question c'est de savoir si il vaut mieux préférer une immunité naturelle par le passage de la FCO à la vaccination, eh bien là, la logique veut que l'immunité vaccinale soit plus sûre parce que quand on vaccine, on est sûr qu'on a déclenché le système immunitaire de tous les animaux du troupeau et en plus, c'est une immunité qu'on est capable de maîtriser, quoi. Peut-être préciser qu'il n'y a pas d'immunité croisée entre MHE et FCO et Effectivement. les différents sérotypes de FCO. Alors effectivement, il n'y a pas d'immunité croisée, c'est-à-dire que l'immunité qui va être mise en place pour la MHE ne va pas fonctionner pour la FCO, donc ça, entre deux maladies, on s'en doute un petit peu. Mais même au sein de la FCO, sur des sérotypes différents, c'est-à-dire par exemple entre le 8 et le 3, on n'a pas d'immunité croisée, c'est-à-dire que l'immunité du 8 ne va pas être efficace pour lutter contre le 3. Est-ce que les jeunes veaux en bâtiment peuvent être impactés par la FCO et quels symptômes? Alors, effectivement, ça c'est une chose importante que j'ai pas évoquée tout à l'heure, l'histoire des bâtiments. Alors,
Déjà, et en plus des jeunes versus adultes, on a quand même des signes cliniques, on observe des signes cliniques plutôt sur les adultes. C'est-à-dire que les jeunes, en règle générale, sont plutôt épargnés, alors peut-être pas épargnés par la FCO, mais en tout cas, ils sont épargnés par les symptômes de FCO. Donc d'une part, et en plus, quand on cumule en bâtiment, on suppose en fait que le culicoïde, il préfère être en pleine nature que venir s'enfermer dans les bâtiments. Et c'est ce qu'on a observé. On a des troupeaux plutôt en bâtiment qui développent des signes cliniques moins importants, voire beaucoup moins importants que des troupeaux en pleine nature. Je ne sais pas, Karine, si tu peux euh, abonder sur ce que j'ai dit en... Alors oui, effectivement, on se rend compte au niveau de la clinique et des symptômes qu'on a beaucoup moins de symptomatologie dans les animaux qui sont élevés en bâtiment. Par exemple des vaches laitières qui ne vont pas dehors. Et c'est valable également pour les jeunes qui ne vont pas dehors. Donc j'ai vu passer une question sur les ateliers hors sol JB type Vaux-Sevré, c'est clairement pas les ateliers les plus à risque, puisqu'on cumule des animaux jeunes et des animaux en bâtiment. Ça Merci. veut pas dire le risque n'existe pas, mais il est faible, très faible par rapport à des animaux qui vont en pâture. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'imagine qu'il y a des questions sur la vaccination qu'on traitera par la suite. Hein. On a une partie vaccination. Je vois qu'il y a une main levée. Julien. Oui. Du coup, on vous laisse la parole, Monsieur Henriot. Je ne sais pas si c'est le nom exact. Alors, il faut peut-être activer votre micro parce qu'on les a désactivés de... Activez votre micro pour poser la question. Tu peux peut-être l'activer, toi. Oui, c'était au sujet de la vaccination. Vous avez dit que vous allez en parler plus tard. Ouais, effectivement. D'accord. On a une grosse partie vaccination, vous vous en doutez, donc on y vient. Avant cette partie vaccination, justement, je voulais simplement vous faire un point sur les mouvements et les rassemblements. Parce que en fait, quand on est dans ce contexte infectieux, encore une fois, on a quand même besoin de maîtriser le risque de déplacement de la maladie. Alors même si elle se déplace toute seule, eh bien, plus on maîtrise le risque de la déplacer, eh bien, mieux c'est. Donc on entend par mouvement toutes les sorties ou les entrées d'animaux entre deux exploitations. C'est-à-dire que quand vous changez les animaux d'une parcelle à l'autre de votre même exploitation, on n'est pas concerné, il n'y a pas de règles particulières. Par contre, il y a des règles particulières quand on vend un animal ou qu'on l'introduit, hein, versus, surtout en passant de zone régulée à zone indemne pour les différentes maladies. On va le voir juste après. Et en termes de rassemblement, les rassemblements, en fait, on entre dans la période, enfin, on est rentré dans la période des concours, des comices et de ce genre de rassemblement. Donc, forcément, quand on rassemble différents animaux d'origines différentes, eh bien, on augmente le risque en fait de contamination d'un éventuel, enfin, par la présence d'un éventuel troupeau contaminé. Donc ça, c'est des choses qu'il faut gérer également. Voilà, donc je vous fais l'état des règles au mouvement pour la MHE, la FCO3 et la FCO8. Et puis, je m'appuierai donc sur Marie-Laure Chevalier, qui est la chef de service en santé et protection animale de la DDPP de l'Ain, si jamais on a des questions plus importantes, plus précises. Alors, en termes de MHE, je vais tout de suite aller sur la carte. Ça, c'est une carte que vous avez déjà sans doute vue passer. Elle est actualisée donc toutes les semaines et elle divise la France en deux avec dans le sud-ouest, enfin même l'ouest-sud-ouest, on est en présence de MHE, on est en zone régulée. Ça veut dire que dans cette zone, on a des règles particulières pour sortir. Et en fait, cette zone régulée, elle est définie avec un rayon de 150 km autour des foyers. Ça veut dire que là, vous voyez, on a un foyer dans l'Aveyron.
eh bien, la zone régulée, elle est reportée de 150 km à partir de l'origine de ce foyer. Et donc, la zone régulée, elle concerne des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui nous concerne. Voilà. Cette zone régulée, elle est faite en fait, elle est mise en place en fait pour protéger le territoire indemne dont nous faisons partie à l'heure actuelle, pour éviter que en fait, la maladie ne contamine le territoire indemne. Et donc, pour veiller à ne pas contaminer le territoire indemne, forcément, il y a une règle à respecter pour sortir de la zone régulée en orange à la zone indemne où nous sommes. Et cette règle, en MHE, elle est assez simple. Il faut désinsectiser les animaux 14 jours avant de faire la prise de sang pour une analyse PCR, une recherche du virus de la MHE. D'accord? Ça veut dire que vous commencez à désinsectiser. 14 jours plus tard, donc au 15e jour, vous pouvez faire la prise de sang. Enfin, le vétérinaire peut faire la prise de sang pour faire analyser en PCR au laboratoire. Et si le résultat de la PCR est négatif, eh bien, l'animal peut partir. Et ce résultat est valable durant 14 jours. Donc ça, c'est la seule règle à respecter. Et par contre, il faut bien maintenir la désinsectisation du début des 14 jours avant la PCR jusqu'au départ de l'animal. La désinsectisation, pardon, elle est matérialisée par la ligne bleue qui doit bien être faite jusqu'au départ de l'animal. Et on a des dérogations pour les animaux qui doivent partir en Espagne ou au Portugal en provenance de cette zone. Alors, je vous en parle, mais ça ne nous concerne pas. Parce qu'en fait, l'Espagne et le Portugal, ils sont également touchés par la MHE. Donc, c'est comme s'ils étaient en fait dans cette zone orange. Voilà. Et en ce qui nous concerne, donc le département de l'Ain, on n'est pas impacté encore par cette zone régulée. Donc là, les animaux peuvent sortir librement des exploitations et peuvent aller où ils veulent sans règle particulière. Donc voilà, je passe pas plus de temps pour la MHE. Pour l'instant, ça nous concerne pas tellement. Mais si la zone devait évoluer et devait peut-être toucher le sud-ouest du département de l'Ain, eh bien, sachez que si des animaux de cette zone de l'Ain touchés par la zone régulée doivent sortir, ils devront bien sûr respecter ce protocole-là, hein. Alors, ça c'est pareil, je vous dis les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, 11 septembre. Peut-être que demain, 12 septembre, elles vont évoluer et peut-être que la semaine prochaine, elles auront également évolué, hein. Donc ça, c'est vraiment des informations sur lesquelles il faut se tenir informé. On les met à jour sur notre site internet. On fait le maximum de communication qu'on peut, mais les éleveurs qui doivent vendre des animaux ou introduire des animaux, il faut bien vous informer sur ces règles-là. Il ne faut pas hésiter à nous appeler pour qu'on puisse vous renseigner là-dessus, hein. Voilà pour la MHE. Pour la FCO, cette fois-ci, la FCO, c'est pareil. On a une zone régulée qui est encore une fois en orange, là. Et cette fois-ci, on est dans la zone régulée. Le département de l'Ain est concerné, enfin est intégré en fait à la zone régulée. Donc, tous les mouvements à l'intérieur de ces frontières oranges, là, dans la zone régulée, ils sont possibles. Ça veut dire que vous pouvez circuler librement comme avant. Par contre, si vous voulez sortir de la zone régulée, admettons qu'un éleveur de lin veuille vendre un bovin dans le sud de l'Isère, eh bien là, il doit respecter un protocole particulier. Et ce protocole particulier, c'est en fait le même que celui de la MHE. Ça veut dire que les animaux peuvent sortir sous couvert d'une PCR négative à condition d'avoir été désinsectisés 14 jours au moins avant la PCR et qui soient désinsectisés jusqu'au départ. Voilà, et encore une fois, cette PCR, elle est valable 14 jours, c'est-à-dire que les animaux ont 14 jours pour sortir. J'insiste encore une fois, la désinsectisation, elle doit bien être maintenue 14 jours à partir de 14 jours avant la prise de sang jusqu'au départ de l'animal, hein. Et on a bien entendu parler de vaccins, effectivement. Il y a un vaccin FCO3 qui est maintenant disponible, on va en parler. Mais ce vaccin-là ne peut pas être reconnu pour les mouvements. D'accord ? C'est un vaccin qui ne sert qu'à gérer la clinique en élevage. Donc, pour sortir de la zone régulée, on n'a pas le choix que de passer par ce protocole-là en matière de FCO3. Est-ce qu'on a des questions sur la FCO3 et la MHE ?
pas spécifiquement, mais on viendra à toutes les questions sur les mouvements D'accord, peut-être après la ok. FCO8. Ça roule. Et en FCO8 cette fois-ci, donc si je synthétise sur la MHE et la FCO3, on est sur le même protocole. Si on doit sortir de la zone régulée, dans laquelle on est en FCO3, mais dans laquelle on n'est pas encore en MHE, eh bien, il faut respecter ce protocole avec désinsectisation plus PCR négative. La FCO8 cette fois-ci, la FCO8 c'est plus facile parce que finalement rien ne change. On n'a pas changé les règles au mouvement pour la FCO8, donc on est toujours avec un départ possible pour des animaux qui sont vaccinés, avec deux protocoles différents. Le premier, c'est une vaccination contre le sérotype 4 et 8, donc en deux injections séparées de 21 jours, et un départ 60 jours après la deuxième injection. Donc ça, c'est un protocole qui s'anticipe à 82 jours en fait avant le départ pour avoir le temps de le mettre en place. Et on a un protocole disponible qui est un petit peu plus court, mais qui nécessite cette fois-ci l'ajout d'une PCR négative, donc d'une prise de sang, d'une recherche du virus qui doit être négative, avec le même protocole, 2 injections à 21 jours d'écart, et puis 35 jours après, un départ possible si la PCR est négative. Donc là, c'est un protocole qui s'anticipe à 57 jours parce qu'il dure 56 jours en fait. Donc ça, rien ne change. Et puis, on a quand même des dérogations, donc avec, je dirais, nos principaux partenaires que sont l'Italie et l'Espagne. En ce qui concerne l'Italie, là, on a une dérogation et on fait la différence entre les animaux de moins de 3 mois et les animaux de plus de 3 mois. Les animaux de moins de 3 mois, s'ils sont issus de mères vaccinées contre le sérotype 8, eh bien, ils peuvent partir sans protocole particulier, enfin, au-delà de celui de la vaccination des mères. C'est une vaccination qui est certifiée par le vétérinaire. Là, c'est une vaccination qui est reconnue au niveau européen, donc seul le vétérinaire est capable de la certifier. Il faut bien que ce soit lui qui la fasse, c'est pas l'éleveur qui peut la faire. Si les animaux qui doivent partir de moins de 3 mois vers l'Italie ne sont pas issus de mères vaccinées, eh bien là, on applique le protocole de désinsectisation plus PCR négative au 14e jour. Et les animaux peuvent partir après la PCR négative. Par contre, cette fois-ci, le résultat de la PCR, il est valable que 7 jours. Bon, c'est des choses à avoir en tête, mais généralement, ceux qui ont l'habitude de faire partir des animaux connaissent bien ces protocoles-là. Et pour les animaux qui ont plus de 3 mois, eh bien là, ils doivent être vaccinés contre le sérotype 8, ou bien, pareil, ils ont accès à ce protocole de désinsectisation et de PCR négative s'ils n'ont pas été vaccinés. Pour les départs vers l'Espagne, là, on n'est plus à des animaux entre moins et plus de 3 mois, on est à moins de 70 jours ou plus de 70 jours. Pour les veaux de moins de 70 jours, eh bien, ils sont soit issus de mères vaccinées contre les sérotypes 4 et 8, soit désinsectisés avec le même protocole qu'habituellement. Et si c'est des animaux qui ont plus de 70 jours, eh bien là, ils doivent être vaccinés contre les sérotypes 4 et 8. Alors, depuis plus de 10 jours, si c'est un vaccin en 2 injections, et depuis plus de 30 jours si c'est un vaccin en une seule injection. Mais voilà, pour ces animaux plus âgés, au-delà de 70 jours, l'Espagne n'accepte que des animaux qui sont vaccinés. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus le protocole de désinsectisation plus PCR négatif qui est reconnu pour l'Espagne. Voilà, et puis je termine et on prendra peut-être vos questions après. Sur les rassemblements, alors j'ai inscrit ici les concours parce que c'est ce qui nous concerne plutôt en cette période, mais ça vaut pour tous les autres rassemblements. Là, les préconisations qui ont été produites, c'est déjà de n'accepter sur les lieux d'un rassemblement aucun animal qui a éventuellement des signes cliniques ou qui provient d'un troupeau qui a des signes cliniques, parce que l'objectif, c'est d'interdire l'accès en fait des animaux malades ou qui proviennent de troupeaux malades, pour ne pas contaminer les autres. Également, de respecter la désinsectisation. Alors, c'est la désinsectisation des animaux pour éviter qu'ils transportent d'éventuels culicoïdes porteurs de FCO ou de MHE.
et également des véhicules pour la même raison. Donc, il faut bien penser à désinsectiser les deux. Il y a des produits différents pour les deux. On n'utilise pas des désinsectisants, des produits de désinsectisation de camions sur des animaux. Et inversement, d'une part parce que c'est pas fait pour, et d'autre part parce que ça fonctionne pas bien. Et puis, la recommandation principale, c'est celle de la vaccination, parce qu'en fait, c'est le seul moyen de garantir l'absence de circulation virale sur un rassemblement quand on a des animaux qui sont vaccinés. C'est une vaccination qui s'anticipe, parce que les protocoles, ils durent 42 jours ou 52 jours en fonction des spécialités qu'on va choisir. Pour Beaucroissant, alors j'ai pas refait le point sur le dernier certificat sanitaire, mais à ma connaissance, il était demandé la désinsectisation des animaux et du chapiteau. Et on ne parle plus de PCR, me semble-t-il. Il n'y a plus de PCR. Pour Cournon, donc le sommet de l'élevage, là c'est pareil, donc les animaux devront être désinsectisés. Et à ma connaissance, je ne sais pas ce qui va être décidé encore sur l'éventualité d'une PCR ou pas, sachant que le sommet de l'élevage, il se retrouve pile poil au milieu, à la fois dans la zone MHE, dans la zone régulée MHE et dans la zone régulée FCO3. Donc voilà, on est en attente des dernières informations pour la participation des animaux. Voilà, sur cette partie mouvement et rassemblement, est-ce qu'on a des questions? Oui, Oui. beaucoup. Alors, il y avait une question à laquelle tu as à moitié répondu. C'était concernant l'export de broutards. Comment est appliqué le protocole? Désinsectisation 14 jours avant, prise de sang PCR effectuée par qui? Alors, désinsectisation par l'éleveur, à ma connaissance. Et puis, la prise de sang, c'est automatiquement faite par le vétérinaire. C'était ça, j'ai oublié une partie ou pas? C'est bon? Voilà. Un animal touché par la maladie peut-il peut être vendu à partir de combien de temps? Alors ça pose en fait la question, c'est combien de temps l'animal est porteur du virus, en tout cas combien de temps le virus peut être détecté par la PCR, je suppose que c'est le fond de la question, c'est celui-ci. Et ben en fait on a des PCR qui restent positives assez longtemps, jusqu'à 30-40 jours, parfois plus chez certains animaux. Donc c'est difficile de vous répondre, mais en tout cas on ne fait pas 2 PCR de suite à moins d'un mois, quoi. Globalement, c'est ce qu'on conseille, quoi. Donc oui, les animaux qui sont positifs à la PCR, eh bien, ils sont pas rapidement négativés. Alors, si je peux, bonjour à tous, Marie-Laure Chevalier de la DDPP. Si je peux rajouter un complément à un animal touché par la maladie peut être vendu à partir de combien de temps? Alors, bon, un animal malade en état, il est exclu. Et je souligne aussi, on a parlé des possibilités d'échange d'animaux, d'envoi dans des pays étrangers pour de l'abattage. Lorsqu'on a eu un foyer de FCO, c'est-à-dire des cas cliniques plus une PCR positive, on ne peut pas envoyer d'animaux à l'export ou aux échanges pendant 30 jours au minimum. Donc, il y a cette notion de 30 jours après un cas clinique qui pourrait être retenu. Qui vaut pour tous les animaux du cheptel. Oui, oui, pour les animaux d'abattage, là. Donc, après, pour la vente, ça c'est de gré à gré, mais de toute façon, il va falloir pouvoir sortir les animaux de la zone si on les vend vers une zone indemne. Et ce que je n'ai pas dit, et vous me faites penser à ça, c'est que en fait, pour l'abattoir, les animaux peuvent sortir très librement, quoi. Il n'y a pas de protocole particulier. Les animaux qui sont destinés à l'abattage peuvent sortir
sans protocole particulier. Oui, alors il ne faut surtout pas qu'ils soient désinsectisés. Par contre, il y a un protocole d'abattage où on avertit les services vétérinaires du pays où ils arrivent. Il y a une notification particulière. Et justement, là, les animaux ne doivent pas venir d'un cheptel où il y a eu de la clinique depuis les 30 derniers jours. Mais ça, les vétérinaires qui font les certificats pourront bien le préciser aux éleveurs. Ça vaut pour l'export, mais en France, on peut sortir de la zone régulée FCO3, par exemple, à destination d'un abattoir sans contrainte particulière. En transport direct, quand on va être en ZI. Ouais. En transport direct, bien sûr. Et donc, sans désinsectisation, je réinsiste là-dessus, parce qu'on a forcément des délais d'attente sur la désinsectisation parfois. Mais il faudra sûrement désinsectiser les camions. Et puis, de toute façon, il faudra bien les laver avant de sortir de l'abattoir. Comme d'habitude. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Une question. Nous avons une bergerie d'engraissement à proximité de notre abattoir dans l'Ain. Peut-on faire venir des agneaux d'une zone contaminée vers cette bergerie une semaine avant l'abattage? Je vais vous laisser la question, Marie-Laure. Il faut peut-être que vous réactiviez votre micro. Alors, il y a une possibilité d'expédier des animaux d'une zone régulée vers une zone indemne pour des animaux d'engraissement, mais dans des bâtiments fermés. Donc, ça suppose quand même d'appeler la DDPP du département, nous, si besoin, avant d'organiser le mouvement, pour vérifier comment ça peut se faire. Il y a des dispositions pour pouvoir sortir des animaux, des ovins détenus en bergerie fermée, mais il convient de nous appeler avant d'organiser le mouvement. De la même façon, j'ai vu qu'il y avait une question sur le lieu où peut se faire la PCR, dans le centre de rassemblement ou dans l'élevage. Ça dépend des mouvements. Ça dépend où est situé le centre de rassemblement et quels sont les délais. Il peut y avoir des délais assez courts. Il y a toujours un problème, c'est que deviennent des bovins pour lesquels on a une PCR positive avec un nouveau sérotype, du 3, alors qu'ils sont dans un centre de rassemblement en zone indemne. Donc, tout dépend du mouvement, du lieu d'implantation du centre de rassemblement. Une sortie de zone régulée et on voit vers le pays. Pour toutes les questions vraiment particulières, vous pouvez appeler directement la DDPP ou nous au GDR. Voilà, n'hésitez pas à les appeler. Est-ce qu'on a d'autres questions éventuellement? Oui. Par contre, je ne comprends pas forcément la question. La personne qui a posé la question pourra peut-être apporter des précisions. C'était sur quel est le protocole de désinsectisation? Le protocole de désinsectisation, en fait, alors là, je vais facilement vous renvoyer vers votre vétérinaire parce qu'en fait, ça dépend des produits qui sont utilisés. En fonction du produit de désinsectisation que vous allez choisir pour l'animal, eh bien, il y a des protocoles qui sont différents, donc je ne saurais pas vous apporter une réponse pertinente. Ça dépend vraiment du produit que vous allez utiliser. Mais ça, votre veto pourra vous aiguiller. Et d'ailleurs, c'est renseigné dans les notices d'utilisation des produits. Idem pour les produits utilisés pour les camions. Autre question? Quel est le protocole pour les broutards? Alors, le protocole pour les broutards, il va dépendre de leur destination, de leur... Enfin, voilà. Le protocole pour les broutards, s'ils partent pour l'Italie,
en termes de FCO8, il faudra qu'il soit vacciné, soit désinsectisé avec PCR négative. On rajoute en plus la FCO3, hein, puisqu'ils partent de chez nous. Donc là, en matière de FCO3, pareil, il faudra qu'ils subissent en fait qu'ils aient un résultat négatif en termes de négatif à la PCR, pardon. Voilà. Ouais, j'ai peut-être pas insisté là-dessus. Pour l'instant, la MHE, pour nous, dans l'Ain, on s'en occupe pas, on n'est pas concerné, on est encore en zone indemne. Par contre, il faut bien avoir en tête qu'il faut cumuler à la fois les contraintes pour la FCO8 et les contraintes de FCO3. Ok? C'est bon? Il y en a encore une autre que voulez-vous dire quand vous parlez de maintenir la désinsectisation des animaux pendant 28 jours, 14 jours avant PCR et 14 jours après, renouvellement du traitement pour ON. Oui, c'est effectivement ça, c'est renouvellement du traitement parce que les traitements pour ON utilisés, alors généralement ils sont rémanents pendant 14 jours, c'est-à-dire que voilà, ils doivent être répétés tous les 2 semaines pour maintenir une désinsectisation. Ce qu'on sait, c'est que sur les culicoïdes, la rémanence est plutôt de l'ordre de 8-10 jours, donc on conseille de refaire la désinsectisation tous les 10 jours. Et effectivement, c'est une désinsectisation qui doit être répétée. Ça veut dire qu'on peut être amené à traiter 2 fois l'animal. Par contre, on n'est pas à 28 jours, on est à 28 jours au maximum. Mais si on a le résultat de la PCR 2 jours après la prise de sang, eh bien, l'animal, il peut sortir dès le résultat de la PCR. Donc, ça va faire 14 jours plus 2 ou 3 jours. Ça veut dire que l'animal, il peut sortir au bout de 17 jours. Et là, ben, il aura besoin d'être désinsectisé 2 fois. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, vous avez bien répondu, merci. Et la question tout à l'heure pour le protocole de désinsectisation, c'était animaux ou bâtiments? Ah, animaux ou bâtiments. Ah oui, alors animaux ou bâtiments, on n'était pas forcément dans le cadre des mouvements, alors du coup, je suppose. En fait, la désinsectisation. En fait, je garde cette question pour après parce qu'on en parle juste après. Tu me feras penser, Carole, de reparler de ça. Il y a une autre question là sur les mouvements particulièrement. C'est bon? Non. Ok. Eh bien, alors justement, je passe donc à la partie sur les moyens de lutte. Donc, notamment la lutte vectorielle et puis la vaccination. Donc, comme je vous le disais, en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de moyens de lutte. La lutte vectorielle, en fait, je vous le dis dès le début, c'est quand même moyennement efficace. L'idéal, ce serait de pouvoir gérer en fait les zones de stockage d'effluents, de litière et de stockage d'aliments, pardon. Pour en fait limiter les habitats favorables et donc la ponte des culicoïdes. Parce que, comme je vous le disais en introduction, les culicoïdes, ils aiment bien les milieux humides et la matière organique. Donc forcément, c'est un environnement qui est présent sur toute la surface de l'exploitation. Donc voilà, l'idéal, c'est d'essayer de gérer au maximum ces zones-là. Je sais qu'en pratique, ce n'est pas forcément faisable, mais tout ce qu'on peut faire, c'est déjà bien. Ensuite, il y a une préconisation qui consiste à rentrer les animaux en bâtiments relativement fermés, notamment en fait aux périodes de la journée où le culicoïde attaque, c'est-à-dire, vous savez, en période crépusculaire, dès lors que le soleil commence à se coucher. Là, il semble intéressant quand on peut le faire, parce qu'en élevage laitier, on aura plus de facilité à le faire qu'en élevage allaitant, forcément. Mais quand on peut le faire, on remarque que on limite quand même bien l'exposition au culicoïde et donc la contamination par la FCO ou la MHE. Et alors, encore une fois, le culicoïde, il fait 1 mm, ça veut dire qu'effectivement, il est capable de passer entre le bardage du bâtiment. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le culicoïde, visiblement, il préfère être en pleine nature que sous les bâtiments. Et c'est sans doute ce qui explique qu'on a moins de problèmes sur les animaux qui sont rentrés en bâtiment. Voilà. Et puis, la troisième recommandation pour lutter contre le culicoïde, c'est bien effectivement de désinsectiser les mouvements, c'est-à-dire que dès lors qu'on sort un animal ou qu'on introduit un animal dans son exploitation, eh bien là, il faut veiller à désinsectiser ces animaux-là pour éviter de transférer du moucheron porteur de virus entre les exploitations. Hein. Et puis,
Je vous le disais là, et donc ça fait le lien avec la question de monsieur, je pense. En fait, la désinsectisation individuelle, elle n'est pas vraiment recommandée en troupeau, enfin en élevage. La désinsectisation individuelle, elle va être plutôt priorisée sur les mouvements, parce qu'en fait, désinsectiser tous les animaux d'un troupeau, eh ben, c'est pas très efficace. Pourquoi? Parce qu'il faudrait le répéter tous les 8 à 10 jours. Imaginez un petit peu la consommation de produits que ça représente sur tout un troupeau. Et puis en plus, il faut se le dire, on n'arrive pas à bien désinsectiser les animaux. L'idéal pour bien désinsectiser un animal, ce serait de le tremper. On peut le faire en mouton, on ne le fait pas en bovin, hein, parce qu'en fait, on n'arrive jamais à atteindre les zones sous le ventre ou autour de la mamelle, des pattes, des yeux. Ces zones qui sont particulièrement choisi par les thylakoïdes pour piquer, hein. Donc voilà, donc classiquement, enfin, moi j'aurais tendance à pas forcément recommander la désinsectisation de masse, on va dire. Alors on peut le faire une fois de temps en temps parce que ça permet quand même de réduire la pression, mais il ne faut pas attendre de gérer le problème de la FCO par la désinsectisation de masse, parce qu'on sait qu'elle est pour partie efficace. Je ne dis pas qu'elle n'est pas efficace, mais je dis qu'elle n'est pas pleinement efficace, hein. Voilà. Donc, le protocole de désinsectisation d'un troupeau et du bâtiment, en fait, bon, il n'y en a pas vraiment parce que c'est pas quelque chose qui est recommandé. En tout cas, au niveau national, c'est pas quelque chose qui est recommandé pour gérer cette crise-là, quoi. Je suppose que ça répond à la question qui a été posée, mais bon, si jamais c'est pas très clair, vous n'hésitez pas à reposer votre question. Donc voilà, pour les moyens de lutte, je dirais physique, mécanique. Et ensuite, on va passer aux moyens de lutte qui est finalement, à mon sens, le plus intéressant et le plus efficace. Donc c'est celui de la vaccination. On en parle beaucoup depuis des semaines, enfin même depuis des années, hein, de la vaccination FCO. Donc l'objectif, ce serait de vacciner contre la FCO sérotype 8, contre la FCO sérotype 3 qui va arriver. Et puis, peut-être un jour, la MHE, il y a un vaccin qui arrive en MHE. On ne sait pas encore quelle sera la stratégie vaccinale nationale qui sera décidée. Mais tout ça pour vous dire que ces règles de vaccination, elles valent bien pour toutes les maladies, hein. Et donc, quand est-ce qu'on vaccine? Eh bien, on vaccine le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça veut dire dès qu'on peut, parce qu'en fait, on sait que du moment où on vaccine, on a les premiers effets et donc l'atténuation des symptômes sur un troupeau qui va arriver 8 à 10 jours après la première injection de vaccin, hein. Ça veut dire qu'on a déjà une efficacité qui, même si elle n'est pas totale, dès le 8e à 10e jour, eh bien, elle permet en fait d'atténuer un petit peu la vague de problèmes qu'on peut avoir sur le troupeau. Donc voilà, la première règle, c'est de vacciner dès qu'on peut. L'idéal, c'est de vacciner quand la maladie n'est encore pas là, hein, parce que ça, c'est pour le coup une vraie prévention. C'est pour ça que j'insisterai lourdement sur la vaccination dès aujourd'hui contre la FCO de sérotype 3, qui est en plus prise en charge par l'État, hein. Donc là, il faut vacciner dès aujourd'hui, quand on peut le faire, pour le faire le plus tôt possible avant que la maladie n'arrive. Et en ce qui concerne la FCO8 qui nous a déjà touchés, eh bien, on peut encore vacciner dans les quelques jours, semaines à venir, parce que quand le troupeau n'est pas complètement touché par la FCO, eh bien, on a un intérêt à vacciner les animaux non malades pour en fait protéger en fait les animaux qui sont pas touchés par la FCO. Et ça fait le lien avec qui vacciner. Évidemment, on ne vaccine que les animaux en bonne santé, les animaux qui présentent des signes cliniques, qui ont des symptômes de FCO ou d'autres choses d'ailleurs. On ne les vaccine pas, d'une part parce que la vaccination n'est pas efficace, et d'autre part parce qu'on ne va pas surajouter du vaccin à un animal qui est déjà malade. Donc la règle, c'est de vacciner le plus rapidement possible les animaux qui ne présentent pas de signes cliniques. Et comment on va vacciner? Eh bien, en dehors de la vaccination certifiée par le vétérinaire qui est utilisée pour les mouvements, hein, pour l'export, enfin pour les échanges, pardon, eh bien là, l'éleveur peut vacciner lui-même. Ça veut dire que tous les éleveurs, s'ils ne font pas une vaccination pour vendre des animaux, ils peuvent vacciner eux-mêmes le troupeau.
Tout ça en respectant les bonnes conditions d'utilisation. Je rappelle quand même que le vaccin, c'est un produit extrêmement fragile qui doit être maintenu en fait au frais, hein, et qui doit être ponctionné proprement. Voilà, c'est un médicament. Les vaccins, c'est les médicaments vétérinaires les plus fragiles, et donc il faut respecter les bonnes pratiques d'utilisation en les gardant au frigo, même entre de l'eau, et en ponctionnant dans le flacon de manière propre. Voilà, donc la grande règle, c'est de vacciner dès qu'on peut les animaux qui ne sont pas malades et en respectant les bonnes pratiques d'utilisation du vaccin, hein. Voilà, et donc j'insistais là-dessus en rajoutant en fait que le vaccin était efficace dès 8 à 10 jours après la première injection, même pour un vaccin qui se fait en 2 injections. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est urgent de vacciner et qu'il est encore temps de vacciner, même si vous avez quelques signes cliniques dans votre troupeau. Voilà. Et puis la vaccination, alors sur l'évaluation en fait du rapport bénéfice-risque, hein, c'est toujours des questions qu'on se pose quand on doit vacciner, parce que on a entendu beaucoup de choses, notamment sur la reproduction avec les campagnes de vaccination précédentes. Et bien là, en fait, je vous dis que en termes d'impact sur la reproduction, tous les vaccins ont été mis sur le marché en garantissant l'innocuité d'utilisation du vaccin. Ça veut dire que le vaccin peut être utilisé sans produire d'effets indésirables sur les animaux. Donc le vaccin lui-même n'est pas responsable des éventuels avortements qui peuvent exister. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours le pic de fièvre qui va éventuellement conduire à un avortement ou à des mortalités embryonnaires précoces. Et le vaccin peut être responsable dans certains cas assez rares, mais quand même d'élévation de la température et donc d'avortement ou de mortalité embryonnaire précoce. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pu parfois associer des avortements à la vaccination. Et une chose que j'ai bien ajoutée également, c'est que en fait, les protocoles de vaccination pour les autres maladies, on a l'habitude de les mettre en place dans des contextes non urgents. Ça veut dire qu'on choisit le moment où on va vacciner les animaux. Et donc forcément, on ne va pas vacciner des animaux qui sont en début ou en fin de gestation, hein. Donc là, comme on est à chaque fois en FCO, comme on vaccine malheureusement un petit peu dans l'urgence, forcément, on va tomber sur des animaux à vacciner qui sont dans ces périodes un petit peu à risque. Et donc forcément, ces femelles-là sont susceptibles d'avoir un petit peu plus d'avortements que la normale. Mais j'insiste encore une fois sur le fait que c'est assez rare et que pour moi, la balance bénéfice-risque, elle est très largement en faveur du vaccin, parce que le passage de la FCO sur un troupeau sera responsable de beaucoup plus d'avortements que les éventuels quelques avortements que vous pourriez avoir, et encore, ce n'est pas dans tous les cheptels le cas, suite à la vaccination. Donc voilà, encore une fois, ça c'est une évaluation bénéfice-risque à faire avec votre vétérinaire qui, lui, connaît bien votre troupeau. Et puis sur les mâles, alors là, on n'a pas, les fabricants n'ont pas fait d'études sur l'innocuité des vaccins. Là, c'est pareil, on peut éventuellement avoir un pic fiévreux qui est responsable de l'arrêt de la spermatogénèse et donc de la stérilité plus ou moins longue de certains béliers, hein. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais. Bélier et taureau, oui, pardon. Et puis, donc je réinsiste là-dessus. Donc même en urgence, la vaccination a un intérêt pour diminuer en fait les signes cliniques à l'échelle du troupeau. On réduit vraiment l'impact clinique, on réduit les symptômes si elle est réalisée rapidement. Et puis, encore une fois, on veut lutter contre un virus. Contre les virus, on n'a pas d'autre traitement que celui de la vaccination. Et en matière de FCO, eh bien, en fait, on a qu'une solution, c'est celle de traiter les symptômes que produit la FCO. Donc ça veut dire que on va traiter les boiteries, les vaches qui ont du mal à s'alimenter. On va faire beaucoup de nursing, hein. On va beaucoup aider les animaux à s'alimenter, à s'abreuver. Et puis la seule arme dans ce cas-là, c'est le traitement anti-inflammatoire pour accompagner les animaux et pour réduire en fait l'impact des symptômes, éventuellement associé à de l'antibiotique pour prévenir une surinfection. Mais voilà, on est un petit peu diminué en matière de traitement, et c'est pour ça que la vaccination a son rôle à jouer
là-dessus. Karine, peut-être que tu veux ajouter sur le traitement terrain en fonction de ce que vous pouvez faire sur le terrain. Alors, en termes de thérapeutique sur les animaux malades, effectivement, on utilise on utilise surtout des anti-inflammatoires pour soulager la douleur, faire baisser la fièvre et permettre aux animaux de s'alimenter correctement. Ces anti-inflammatoires administrés très tôt, notamment sur les bovins, apportent une bonne efficacité dans l'évolution favorable de la maladie. C'est malheureusement un petit peu moins vrai en ovins. Ou même en traitant précocement, on a une efficacité très, très variable. On complète avec des traitements antibiotiques quand il y a des lésions importantes, notamment au niveau de la bouche, pour limiter les surinfections bactériennes. Et puis, comme disait Romain, beaucoup de nursing pour les animaux qui sont les plus atteints, notamment pour les abreuver et leur faire des apports nutritifs, parce que c'est des animaux qui parfois ne peuvent pas s'alimenter ou s'alimentent mal et ne peuvent pas boire. Donc c'est là le plus critique. Mais on n'a pas de traitement, spécifique de ces pathologies virales. Merci Karine. Est-ce qu'on a des questions? Oui, on a des questions sur les moyens de lutte, notamment la vaccination, puis aussi la désinsectisation. Une question d'abord sur les ovins, je crois. Bon, dans tous les cas, il y avait 2 questions. Une personne a posé 2 questions. Il y en a une que tu as déjà répondu par rapport au risque de vacciner des brebis gestantes. Ça, tu y as répondu. Et l'autre, c'est mon vétérinaire me dit que les caprins ne peuvent pas être vaccinés. Alors, les caprins ne peuvent pas être vaccinés. En FCO3, effectivement, parce qu'en fait, si vous voulez, alors je n'ai pas détaillé ça, mais on est sous ATU, sous autorisation temporaire d'utilisation. Et à ma connaissance, en fait, il n'y a pas d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché pour l'espèce caprine. Et quand on est sous couvert d'ATU, on ne peut pas bénéficier en fait du principe de la cascade. La cascade, c'est ce qui permet aux vétérinaires de prescrire un médicament sans AMM pour l'espèce caprine lorsqu'il est disponible pour d'autres espèces, dans le cas où il n'y a pas de médicaments sur le marché pour répondre à cette demande. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en quelque sorte, là, on est dans un contexte un petit peu d'urgence où les vaccins FCO3 sont sous autorisation temporaire d'utilisation. Donc, effectivement, on ne peut pas les utiliser chez le caprin, sauf si les choses ont évolué sur ce plan-là. Et en dehors de ma connaissance, je ne sais pas, peut-être Marie-Laure, si vous avez plus d'infos là-dessus. Non. Ouais. J'ai les mêmes informations que vous. Donc, principe de la cascade, ATU, pas de vaccination autorisée pour le FCO3 sur les caprins, ni sur les lamas, parce qu'on a eu des cas en élevage de lamas. Donc, non, là, on ne vaccine pas. En revanche, on peut utiliser le cadre de la cascade pour la vaccination contre la FCO sérotype 8. Oui. Oui. Une question sur la désinsectisation. La désinsectisation pour âne permet-elle de tuer un moucheron avant qu'il ne réinfecte un autre bovin? Alors, le produit est capable de tuer un moucheron, hein, c'est pour ça qu'ils sont vendus. Après, toute la difficulté, c'est de bien couvrir l'intégralité de l'animal, ce qui en couronne n'est concrètement pas possible. Donc, le moucheron, il est susceptible en fait de piquer un animal à un endroit où il n'a pas forcément été bien désinsectisé, et donc de s'infecter et de contaminer un autre animal. Désinsectisé, j'ai peut-être dit désinfecté, non? Désinsectisé, pardon. Pour la vaccination, y a-t-il un délai pour le lait ou pour la viande? J'imagine que c'est un délai d'attente. Non, on n'a pas de délai d'attente là sur les vaccins. Sur les vaccins uniquement, hein. Par contre, attention, quand vous faites de l'anti-inflammatoire, là, il y a des délais d'attente. Que ce soit pour le lait ou pour la viande. Mais sur le vaccin, non, il n'y a pas de délai d'attente. On a une question aussi par rapport à la bismuthose et le changement d'aiguille.
Alors, la bésmatiose et le changement d'aiguille, c'est très intéressant, effectivement. Alors, on est toujours tenté d'activer les chantiers de vaccination en évitant le changement d'aiguille. Nous, on préconise vivement de changer les aiguilles. Alors, non pas pour la FCO, parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que le virus réplique dans les glandes salivaires du moucheron pour être infectant. Donc, on ne va pas transmettre de la FCO en piquant 2 animaux avec une même seringue. Par contre, on peut transmettre tout un tas d'autres maladies. C'est vrai pour la bésmatiose, c'est vrai pour l'IBR, c'est vrai pour toutes ces maladies-là. Donc, la règle, effectivement, c'est de changer d'aiguille. Alors après, voilà, à voir ce qu'il est envisageable en contexte d'urgence. Mais la grande règle, effectivement, c'est de changer d'aiguille pour pas contaminer les animaux. Bon, il existe des aiguilles jetables hein, qui sont simples d'utilisation. Voilà. Je sais que c'est pas hyper pratique et que ça ralentit un petit peu les choses, mais un passage de bésmatiose entre différents animaux, ça ralentit beaucoup les choses. Donc ça, c'est plus en bovin aussi. Pardon, oui, ça vaut pour les bovins, oui, effectivement. Il y a une question sur la disponibilité des vaccins FCO3 chez les vétérinaires. Alors, ce qu'il est annoncé au niveau national, en fait, c'est que on avait jusqu'alors 3 spécialités pour la sérotype 8, pour la FCO sérotype 8. D'ores et déjà, il n'en reste plus qu'une. Au niveau national, hein, il ne reste plus que du BTV pur, 4-8. Donc voilà, déjà, ceux qui veulent vacciner en FCO8, eh bien, il n'y a plus que ce vaccin-là. Alors, il y a un stock national qui est conséquent et puis un approvisionnement du fabricant qui est pour l'instant régulier. Donc, il n'y a pas de rupture au niveau national sur ce produit-là en FCO8. Par contre, il peut exister des petits retards de livraison parce que tout le monde veut vacciner au même moment. Donc, forcément, il y a des retards de livraison. Bon. Ça, il faut, si vous voulez vacciner en FCO8, vous rapprocher de votre vétérinaire pour qu'il puisse, si des doses sont disponibles, vous les prescrire et sinon les commander. En ce qui concerne la FCO3, là c'est pareil. Normalement, on n'a pas de rupture en FCO3. On a en tout cas un vaccin 6N2 qui sont disponibles. Et là, pour le coup, c'est une vaccination qui est encadrée par l'État. Hein. C'est l'État qui a mis en place une stratégie vaccinale et qui prend en charge la stratégie vaccinale. Hein. Le vaccin est finalement gratuit pour l'éleveur. Et là, à ma connaissance, il y a des appros en tout cas au niveau national, qui sont réguliers également. Après, voilà, il y a peut-être une petite inertie sur le terrain qui explique quelques retards, mais de même, là, le message, c'est de dire aux éleveurs qui veulent vacciner de se faire connaître auprès de leur vétérinaire pour pouvoir anticiper la commande de doses si nécessaire. Ce qu'on peut peut-être ajouter, Romain, c'est qu'il faut se rapprocher de son vétérinaire sanitaire. Hein, pour les exploitations qui potentiellement auraient plusieurs vétérinaires, donc un vétérinaire sanitaire et un vétérinaire traitant. La vaccination, la prescription et la délivrance des vaccins FCO3 est faite par le vétérinaire sanitaire de l'élevage. Et au niveau des approvisionnements, alors effectivement, il n'y a pas de rupture au niveau national. Dans la pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. On a un peu des trous d'air hein, avec des périodes d'indisponibilité, puis du retour de vaccins. Donc, effectivement, signalez-vous auprès de votre véto sanitaire qui va enregistrer votre commande, qui pourra lancer la commande de vaccin et qui vous préviendra dès que ce sera arrivé. Mais on peut avoir un petit délai parce que comme il y a beaucoup de commandes en même temps, il y a forcément des délais d'approvisionnement. C'est une autre question. Quel conseil pour favoriser l'immunité des animaux et éviter qu'ils ne développent les symptômes? Alors, les conseils, c'est des conseils assez classiques. Bon, là, pour pas vous mentir, je pense qu'il est un peu tard pour mettre ça en place pour éviter qu'ils développent les symptômes. Par contre, c'est important de le mettre en place en fond pour que la vague finalement dure moins longtemps et qu'ils se remettent mieux de leur éventuel passage de FCO. Il y a 2 grandes règles à respecter hein, en termes d'immunité des animaux. C'est bien caler l'alimentation.
parce que quand on a des carences en vitamines, en macro et oligo-éléments, et ben forcément, le système immunitaire qui en a besoin est perturbé. Donc ça, il faut voir avec votre veto pour caler au maximum votre alimentation et éventuellement faire des apports de ces macros ou oligo-éléments et vitamines. Ça, c'est quelque chose d'important pour le système immunitaire. Et puis, une chose que j'aime bien rappeler également, c'est gérer le parasitisme, parce que le parasitisme, dans sa globalité, en fait, comment dire, pénalise vraiment le système immunitaire, quoi. Il mange beaucoup d'énergie au système immunitaire qui lutte contre du parasite pour rien finalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à gérer aussi, à la fois le parasitisme et puis les éventuelles carences que peuvent avoir les animaux. Voilà. Le stress également, bon, le stress, on en parle quand même assez peu parce que les animaux sont dans des situations qu'ils connaissent généralement dans votre exploitation. Donc, le stress, voilà, ça vaut pour des animaux qui vont éventuellement changer d'exploitation. Voilà. Mais alimentation, enfin, carence, gérer les carences, les éventuelles carences et le parasitisme, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour optimiser en fait le fonctionnement du système immunitaire. En bio, les deux désinsectisations sont-elles considérées comme traitement par rapport au cahier des charges? Je ne sais pas. Karine, Je sais pas, franchement, je sais pas non plus. Marie-Laure, je renvoie la balle, hein, désolé. Non, il faudrait voir avec le cahier des charges et puis peut-être des cas de force majeure aussi dans certaines situations, parce qu'on parlait de la désinsectisation qui n'est pas forcément à conduire sur tous les troupeaux, mais elle peut être nécessaire dans certains cas. Elle est même prévue par la réglementation quand on a un cas clinique. C'est de désinsectiser à minima l'animal qui est malade pour éviter qu'il y ait trop de moucherons qui se contaminent dans le piquant, et puis de décontaminer le reste du troupeau aussi, s'il n'y a pas d'autre moyen d'isoler l'animal et d'éviter la dissémination, enfin la multiplication des contaminations. Mais je pense qu'en fonction des à poser la question, est-ce qu'il y a des produits autorisés en bio, et dans ce cas-là, cas de force majeure, est-ce que c'est envisageable? C'est à poser la question à je vais me renseigner. Je vais me renseigner, puis on vous répondra. Tu peux noter le nom. Vous nous faites un mail. Mais je vais me renseigner, ouais. On regardera ça. J'avais d'autres questions. À terme, 3 vaccins, pourra-t-on les faire en même temps? L'idéal, ce serait qu'on puisse faire tous les vaccins en même temps, sauf que ça, c'est pas possible. D'une part parce que l'animal en fait n'est pas capable de mettre en place. Le vaccin, il est là pour stimuler le système immunitaire et puis mettre en place une immunité contre les maladies visées. Donc l'animal, voilà, il n'est pas capable forcément de faire plusieurs maladies à la fois. Par contre, en FCO, c'est possible. On peut vacciner le même jour FCO3, FCO8. Je ne sais pas combien de valences on pourrait faire le même jour, mais en tout cas, 2 valences, ça se fait déjà parce qu'on a des vaccins 4 et 8. Donc, 3 et 8 le même jour, c'est faisable. Et puis, la deuxième limite, en fait, c'est qu'aucun fabricant, pour l'instant, ne s'est mis n'a annoncé la sortie d'un vaccin 3 et 8. C'est quelque chose qui pourrait arriver peut-être prochainement, mais à l'heure actuelle, c'est pas possible pour l'instant parce que ces spécialités n'existent pas. Et je me permets de le dire quand même, on ne mélange pas le vaccin FCO8 et le vaccin FCO3 dans la même seringue. On est bien obligé de les faire de différencier. Peut-on vacciner les veaux à la mise à l'herbe? Alors oui, c'est même l'idéal. En fait, alors vous parlez de veaux qui ont déjà un petit peu d'âge. En fait, on ne peut pas vacciner des animaux qui ont moins de 2 mois ou 2 mois et demi en fonction des spécialités qu'on utilise. Mais c'est effectivement l'idéal, hein, de vacciner avant les mises à l'herbe parce qu'après, c'est quand même difficile de courir après. Donc, on peut l'anticiper. Et ce que je n'ai pas dit, c'est quand on a commencé à mettre en place un protocole de vaccination, donc on fait une primo-vaccination
généralement en 2 injections à 21 jours d'intervalle. Et après, on fait un rappel annuel. Donc, ça veut dire que les animaux qui ont déjà eu leurs 2 premières doses, eh bien, si les rappels sont faits bien à la bonne date chaque année, c'est-à-dire à moins de 12 mois chaque année, eh bien, voilà, ils peuvent être entretenus comme ça avec une simple injection annuelle. Mais les veaux, s'ils ne sont pas trop jeunes, peuvent être vaccinés avant les mises à l'herbe et je pense que c'est l'idéal, effectivement. Je crois que tu as déjà répondu pour la prise en charge du vaccin FCO8 par l'État. Alors, la prise en charge du vaccin FCO8 n'existe pas, hein, c'est bien à la charge de l'éleveur, le vaccin FCO8. Il n'y a que le FCO3 qui est pris en charge par l'État. Qui est pris en charge par l'État pour l'instant, ça ne va pas durer des années et des années. Donc, c'est en ça que je vous incite fortement à profiter de cette prise en charge par l'État pour vacciner contre la FCO3 rapidement et, si possible, avant que la vague nous atteigne vraiment. Et la question pour la FCO3, c'est par qui? Éleveur, vétérinaire? C'est l'éleveur qui peut faire la vaccination FCO3. Le vétérinaire va lui délivrer le médicament, hein, forcément, mais l'éleveur peut vacciner lui-même ses animaux. Alors, je précise, la vaccination par l'éleveur est faisable quand l'éleveur est un professionnel. Parce qu'il y avait aussi une question sur les petits détenteurs non déclarés ou autres. Là, ça sera plus compliqué pour il faudra que ce soit le vétérinaire qui le fasse. Il y a une main levée. Oui, bonjour. Justement, je rebondis par rapport aux petits exploitants parce que nous, en fait, on a juste une dizaine de brebis voilà, qu'on garde pour nous, hein, qu'on ne vend pas ni rien. Donc, elles ont été vaccinées sur un premier vaccin en FCO8. Dans peu de temps, elles vont avoir le deuxième rappel. Donc, pour la FCO3, il faut que ce soit notre vétérinaire qui, obligatoirement, qui lui les vaccine, à ce que j'ai compris. Si vous n'êtes pas professionnel au sens professionnel de la détention des animaux, effectivement, c'est à faire par votre vétérinaire, oui. Qu'est-ce que vous appelez professionnel? Parce que qu'est-ce qu'on appelle professionnel? Dans la mesure où on a un numéro d'exploitation, qu'elles sont déclarées, qu'elles ont des bagues. Voilà. Et un vétérinaire sanitaire, oui. Vous êtes considéré comme professionnel pour nous. D'accord, donc on a bien un vétérinaire sanitaire. Donc ouais. Merci. On a épuisé les questions sur la vaccination et la désinsectisation. Ah non, il y avait une question sur les documents pour la désinsectisation et la vaccination. En cas de mouvement d'agneau depuis un éleveur en zone régulée vers une zone saine, quels documents l'éleveur doit fournir pour justifier de la désinsectisation et de la vaccination? Et où de la vaccination? Marie-Laure, vous voulez répondre peut-être? La désinsectisation, il y a un modèle dans les instructions, on le fera passer au GDS, il y a un modèle d'attestation de l'éleveur sur le fait qu'il a appliqué la désinsectisation. Et pour la vaccination, on parle là que pour le 8, puisque pour l'instant, le 3, comme pour les échanges, ça ne permet pas les échanges, mais ça ne permet pas la sortie de zone non plus. Donc, on est obligé de faire la désinsectisation et la PCR pour sortir. Voilà, avec copie du résultat du laboratoire. Donc, il faut l'attestation de l'éleveur qui dit qu'il a commencé la désinsectisation à tel moment, il l'a maintenue pendant tant de temps, donc il va attester ce point, puisque c'est lui qui peut la faire. Et puis, la prise de sang sera faite par un vétérinaire et on aura le résultat d'analyse pour sortir de la zone. Donc, le résultat d'analyse accompagne le certificat de circulation des voilà. Le résultat d'analyse doit accompagner les animaux pour que celui qui reçoit les animaux puisse justifier que les animaux répondaient aux conditions des mouvements. Il y avait une autre main levée, Madame Henriot, je crois, et n'hésitez pas à baisser votre main une fois que vous avez posé votre question. Oui, je voulais savoir sur un troupeau qui est atteint de la FCO8, les conséquences de la vaccination, parce que sur un troupeau faible, les conséquences, est-ce qu'il faut vacciner tout de suite contre la FCO3?
Alors, ce que vous voudriez connaître, c'est la conséquence d'ajouter une vaccination sur un troupeau qui est déjà contaminé en FCO8. Oui, tout à C'est fait. ça. Alors, la grande règle, c'est de vacciner uniquement les animaux qui n'ont pas de signes cliniques. Donc ça, il faut faire le tri dans les animaux déjà. Et je vais vous faire encore une réponse très simple, mais je pense qu'il faut vraiment voir ça avec votre vétérinaire parce que il n'y a que lui qui connaît aussi bien votre élevage que vous pour évaluer en fait l'intérêt de mettre en place cette vaccination maintenant ou pas. Et en fait, si on a peu d'animaux qui ont exprimé des signes cliniques, ben, on va se dire qu'effectivement, on peut se lancer dans un autre protocole de vaccination. Après, le seuil entre peu d'animaux et beaucoup d'animaux contaminés, en tout cas, présentant des signes cliniques, bon, c'est vraiment une évaluation qui est faite généralement par le vétérinaire du cheptel, quoi. C'est dur à vous répondre là comme ça, quoi. Je peux pas, enfin, sans voir les animaux, sans connaître le troupeau, je ne m'avancerai pas sur une réponse, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est bon? Eh ben, je poursuis donc avec les recommandations en fait en guise de synthèse. Donc, la première chose, c'est ce qu'on peut faire en cas de suspicion. Donc, une suspicion, on a l'habitude de dire, hein, par définition, que c'est quand on cumule deux signes cliniques que j'ai évoqués là au tout début de la présentation. Dans le contexte infectieux dans lequel on est, franchement, dès lors que vous voyez un signe clinique, vous pouvez considérer que c'est un cas suspect en fait. Et donc, vous pouvez contacter votre vétérinaire sanitaire. Là, l'objectif, c'est vraiment d'informer votre véto rapidement pour que vous puissiez lui dire ce que vous observez et que lui puisse vous conseiller. Suite à ça, il va venir faire un diagnostic, alors à la fois clinique et puis un prélèvement de sang, hein, pour envoyer au laboratoire. Donc là, je dis juste une chose, c'est que on est dans un contexte de crise, les vétos sont globalement saturés, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils débarquent dès le lendemain de votre appel. Ce n'est pas vraiment une urgence dans ce cas-là parce qu'on sait à peu près ce que peut avoir votre troupeau, donc il sera capable de vous conseiller par téléphone. Par contre, il faudra effectivement qu'il vienne faire une prise de sang pour que vous puissiez être déclaré foyer. On verra que être déclaré foyer, ça a un intérêt sur le plan administratif, parce que si jamais il devait y avoir des indemnisations sur cette crise-là, eh bien, généralement, les indemnisations ne sont attribuées que sur les cheptels qui ont été déclarés foyer. Donc ça, faire la prise de sang, c'est vraiment quelque chose d'important sur le plan administratif. Il n'y a pas de caractère d'urgence particulier, mais c'est vraiment important sur le plan administratif. Et puis ensuite, eh bien, le laboratoire donc de l'Ain va faire les recherches de FCO en première intention. Si la FCO est négative, il va chercher la MHE parce qu'on s'attend à ce que la MHE nous arrive, hein. Donc voilà, juste pour vous dire, le laboratoire de l'Ain, il recevait jusqu'alors tous les prélèvements de l'Isère et des Savoies. Donc ils ont eu une grosse masse de prélèvements à traiter, ce qui n'a pas forcément, ce qui n'a pas freiné en fait leur vitesse d'analyse. Mais par contre, sur le plan administratif, il y a eu un petit peu d'engorgement. Donc c'est ce qui peut expliquer pour certains éleveurs qu'il y a eu un petit retard dans les délais de réception des résultats par rapport à ce qu'on peut observer habituellement. Bon, on est dans un contexte de crise, c'est pas, à mon sens, c'est pas dramatique parce qu'on n'a pas besoin d'attendre le résultat pour prendre en charge les animaux sur le terrain. Et puis, en matière de prise en charge financière cette fois-ci, on est dans le cadre de suspicion, ça veut dire qu'on est dans un cadre de surveillance nationale de ces maladies-là. Donc, dans ce contexte-là, c'est l'État qui prend en charge toute la surveillance, donc le déplacement du vétérinaire, la prise de sang, l'analyse et le sérotypage, c'est-à-dire le tri entre la FCO3, la FCO8, éventuellement la MHE à venir, eh bien, c'est tout payé par l'État. Ça, hein, donc, ça ne coûte rien à l'éleveur, c'est tout pris en charge par l'État. Et c'est rajouté depuis 2 semaines maintenant le vaccin FCO3 qui désormais est pris en charge en totalité par l'État également, hein. Donc voilà pour ce qui est des suspicions.
Et puis, pour terminer, juste nos recommandations. Il y en a 4. La première, c'est de surveiller les animaux. Alors, encore une fois, je ne doute pas que vous surveillez les animaux, mais là, il faut les surveiller 2 fois plus qu'habituellement. C'est-à-dire qu'il faut regarder les animaux le matin et le soir, parce qu'en fait, plus vite on prend en charge les animaux qui présentent des signes cliniques, meilleure est leur récupération de ces signes cliniques-là, hein. Donc, on a vraiment un intérêt à prendre en charge ces animaux rapidement. Les moutons, c'est important de les faire lever, en fait, parce qu'on a des moutons qui vont rester couchés toute la journée. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut vraiment avoir une surveillance accrue sur le troupeau pour détecter le plus rapidement possible les signes cliniques. La deuxième recommandation, quasiment en même temps, hein, c'est d'appeler son vétérinaire. C'est votre vétérinaire qui connaît bien votre troupeau, qui sera en mesure de vous préconiser les meilleurs traitements à mettre en place, les meilleures prises en charge à mettre en place. Et c'est lui aussi, votre vétérinaire sanitaire, hein, qui pourra déclarer en fait les cas sur le plan administratif pour que vous puissiez être déclaré foyer. Et puis, au-delà de la déclaration foyer, c'est savoir aussi quel sérotype de FCO on a et éventuellement la MHE potentiellement. La troisième recommandation, c'est de sécuriser, donc par le biais de la désinsectisation, hein, on va désinsectiser les mouvements d'animaux entre les exploitations. D'accord ? Encore une fois, on ne désinsectise pas forcément les animaux au sein même de l'exploitation, mais quand il y a des mouvements entre les exploitations, là, c'est important de désinsectiser les animaux pour ne pas véhiculer des moucherons qui sont positifs. Donc, désinsectiser les animaux et les moyens de transport également, hein, ça va de pair. Et la dernière recommandation, et à mon sens la plus importante, c'est vraiment celle de vacciner. Il faut vacciner les animaux dès que possible pour atténuer les signes cliniques. Donc ça vaut pour la FCO8 qui est déjà présente dans le département. Et ça vaut encore plus pour la FCO3 qui nous arrive. On a le temps d'anticiper un petit peu la vaccination. C'est une vaccination qui est gratuite. Donc il faut vacciner contre la FCO sérotype 3. Voilà, donc les recommandations, elles sont assez simples, c'est surveiller, appeler votre véto, sécuriser les mouvements, et puis j'insiste lourdement sur la vaccination, c'est vraiment très important. C'est le seul moyen qu'on a pour atténuer un petit peu le passage de la FCO. Voilà, est-ce qu'on a des questions sur les recommandations? Il n'y a a priori pas de questions supplémentaires. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, mais ça concerne une autre maladie, donc je vous propose de la prendre vraiment à la fin. Et si des personnes ont besoin de poser des questions sur FCO MHE, allez-y. Il n'y a pas de questions, pas de main levée? Ok. Alors, avant de vous remercier de votre attention, je voulais insister sur la possibilité que vous avez à nous contacter quand vous posez des questions, quand vous avez des doutes sur certaines choses. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et puis au-delà de ça, on a une page Facebook dans laquelle on met toute notre actualité de manière assez concise et précise. Donc là, vous avez intérêt, à mon sens, à vous abonner à la page Facebook pour avoir toute l'actualité en matière de FCO et de MHE. Et puis, on a un site internet également, c'est GDS01, hein, tout simplement, où vous pouvez accéder là aussi à toute l'information sur la FCO et la MHE relativement facilement. C'est des données qu'on met à jour tous les jours et voilà, c'est des articles qui sont faits pour être lus rapidement et facilement avec des informations voilà, concises et claires. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller sur le site internet quand vous en avez besoin. Voilà, est-ce qu'on a des questions ou c'est tout bon? Pas sur la MHE, c'est bon. Ok, Pierre, peut-être que tu... Peut-être juste prendre la question qu'on n'a pas répondu qui ne concerne pas les deux maladies en question. Une épidémie de West Nile touche actuellement le sud de la France avec des cas sur équins et sur l'homme. Qu'en est-il pour les bovins? Peut-on être touché au niveau du département?
Alors, le West Nile, à ma connaissance, sur les ruminants, il n'y a pas d'impact. Peut-être que Marie-Laure, vous aurez plus d'infos sur le West Nile que moi. Mais voilà, si jamais il y avait une épizootie, si l'épizootie perdurait donc dans l'Ain et touchait d'éventuels chevaux de l'Ain, ben, là, il y aurait effectivement un risque pour l'homme également, hein. Alors, pour la West Nile, habituellement, donc, elle sévit en général en bordure méditerranéenne. Alors, c'est une maladie commune aux oiseaux sauvages, aux équidés et à l'homme. Les oiseaux peuvent être vecteurs, enfin, ou sources, réservoirs, mais l'homme et le cheval sont des cul-de-sac épidémiologiques. Effectivement, si jamais on avait des risques ou des cas, hein, ça fait des encéphalites sur les chevaux, on vous informerait. On sait qu'il y a des foyers, donc dans le sud de la France, et puis il me semble qu'il y en a eu dans l'ouest. L'an dernier, il y en avait au-dessus de Bordeaux, en Aquitaine, et puis il me semble qu'il y a eu un cas ou deux en Charente-Maritime. Voilà. Mais on vous tiendrait informé. C'est vrai que c'est pas transmis par un culicoïdès, c'est transmis par un culex, un moustique un peu plus classique, mais c'est surveillé et on ferait passer l'information. Ok, eh ben, on a une question? C'est bon. Eh ben, merci à tous. Pierre, peut-être que tu veux nous... Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que on a largement, tout le monde a pu poser ses questions. Après, bien sûr, si vous avez des questions qui vous viennent après, vous pouvez appeler GLS, on sera là pour y répondre. Voilà, et dans tous les cas, si vous avez des questions sur la vaccination, faut contacter vos vétérinaires sanitaires pour pouvoir avec eux pour des bonnes conditions et tout ça. Donc voilà, après, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette réunion. Marie-Laure Chevalier des DPP, les différents vétérinaires qui étaient présents aujourd'hui, Karine, voilà, et d'autres. Donc merci à tous. Je vous propose qu'on termine le webinaire. Et comme je vous disais, si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci à tous. Et puis, comme mot de la fin, du coup, le webinaire a été enregistré, il sera à votre disposition sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à le revoir et à faire savoir à vos voisins s'ils n'avaient pas pu être présents ou quoi que ce soit, si besoin. Et mon mot de la fin à moi, c'est vacciner dès que possible. Allez, bon après-midi à tous.